c'est un peu tôt pour les applaudissements. C'est sympa comme accueil. C'est sympa, oui. Bonjour, merci à tous d'être venus si nombreux. Je regarde tout au fond et les derniers rangs me semblent pleins. Merci d'être venus de si bon matin pour cette deuxième table ronde des rencontres d'Averroès. Alors il y a 30 ans, très exactement, presque jour pour jour, le mur de Berlin s'effondrait et 2 ans plus tard, l'URSS se disloquait. Francis Fukuyama y a vu la fin de l'histoire. En tout cas pour les Occidentaux et d'abord les Européens, il devenait évident que notre modèle, la démocratie libérale, la démocratie représentative, allait s'étendre par capillarité au reste de la planète, d'abord dans les pays d'Europe centrale et orientale, puis en Russie, en Turquie et progressivement dans le reste du monde. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme prévu. Vladimir Poutine ou Recep Tayyip Erdogan, pour ne prendre que ces 2 exemples, ont adopté des modèles autoritaires avec un certain succès. Et au sein même de l'Union européenne, des pays comme la Pologne ou la Hongrie défient ces fameuses instances européennes en menant des politiques illibérales. Et cette situation perturbe les Européens qui n'avaient jamais imaginé que leur modèle puisse être mis en cause. Et pourtant, de tweet en tweet, de fake news en désinformation, Donald Trump ou Jair Bolsonaro prospèrent. C'est un fait. À la surface du globe, la démocratie recule au profit de pouvoirs autoritaires, de démocrature. Alors pour ceux qui ont plus de 50 ans dans la salle, il y en a sûrement. C'est un petit peu, la démocrature, c'est un petit peu ce qu'est le Canada Dry, c'est-à-dire ça, l'aspect de la démocratie, mais seulement l'aspect. Voilà. Alors, la démocratie est fragile. Et pour preuve, en France, une étude réalisée par l'IFOP en 2018 indiquait que 4 Français sur 10 seraient prêts à confier la direction du pays à un pouvoir autoritaire. Alors, la fin de la démocratie est-elle inéluctable ? Eh bien, les intervenants qui nous ont rejoints pour cette deuxième table ronde vont avoir la difficile tâche de répondre à cette question. Je vous les présente. Massimo Cueno, à ma droite. Il est professeur de philosophie politique à l'université de Turin. Nusa Guessous est chercheuse et consultante en droit des femmes et droits humains et en bioéthique. Elle a été professeure de biologie médicale à la faculté de Casablanca. Daniel Innerarity est professeur de philosophie politique à l'université du Pays Basque et à l'Institut européen de Florence. Et Vincent Martini est politiste, professeur à l'université voisine de Nice. Il a publié un livre très intéressant qui s'appelle « Le retour du prince, une référence à Machiavel » chez Flammarion. C'est sorti, Vincent, au printemps de cette année. Alors, Daniel Innerarity, à travers le monde, on voit naître des protestations à Hong Kong, au Liban, en Irak, au Chili. En France, les Gilets jaunes qui fêtent leur premier anniversaire. Y a-t-il un point commun entre ces différentes effervescences qui secouent le monde et qu'est-ce qu'elles signifient ? Oui, bonjour, merci Daniel. Tout d'abord, je crois que ces sortes de rébellions n'appartiennent pas toujours aux perdants. Et il existe des formes de régression démocratique qui sont plutôt menées par les vainqueurs qui remettent en cause les institutions de la solidarité. C'est ça c'est pour moi le cadre complet. Ce n'est pas là seulement la protestation des perdants, mais c'est aussi la protestation des vainqueurs dans le cas des extrêmes droites dans plusieurs pays de l'Europe ou du monde. Je pense que la cause la plus pertinente de ce phénomène réside dans la méfiance. Et ce qui a été brisé aujourd'hui, c'est la confiance que les gouvernements sont disposés ou capables de faire face au risque de l'existence d'une manière efficace ou égalitaire. La gauche et la droite s'accordent sur la méfiance et diffèrent dans la façon dont elles l'attribuent. Pour la droite, pour ainsi le dire, le problème, c'est que les gouvernements ne peuvent pas gouverner efficacement, et pour la gauche, le problème, c'est que les gouvernements ne veulent pas les faire équitablement. Tous deux se méfient de l'État, bien que pour des raisons différentes. Certains ne croient pas que la redistribution est équitable, et d'autres pensent qu'elle n'est pas suffisante.
Si cette approche est correcte, voilà ma dernière idée, nous ne devrions pas nous engager dans la simplification d'expliquer ce qui se passe en opposant les élites au peuple, comme on fait d'habitude. De ceux qui savent ce qui doit être fait et ne veulent pas le faire, devant ceux qui, sachant aussi ce qui doit être fait, les réclament, le peuple, et ne sont pas pris en charge par ceux qui ont le pouvoir de le faire. Je vous recommande, ne nous simplifions pas la tâche parce qu'il y a plus d'ignorance que nous ne l'admettons d'habitude, tant chez les peuples que chez leurs représentants. Cet antagonisme rébattu, peuple-élite, contribue à nous déresponsabiliser dans la mesure où nous attribuons nos mots à la résistance des autres, à la obéissance, l'autorité des dirigeants ou la légitimité donnée par les gouvernés. La méfiance, à mon avis, va dans les deux directions. La méfiance des élites à l'égard des citoyens correspond à l'arrogance des électeurs qui veulent que leurs représentants ne soient qu'une courroie de transmission sans aucun moment délibératif de leurs aspirations. Vincent Martini, si le monde dans lequel nous vivons nous apparaît si troublé, c'est aussi parce qu'il s'est considérablement complexifié à partir des années 90 et qu'il s'est accéléré aussi du fait de la mondialisation et de l'irruption du numérique dans notre vie. Alors si on fait référence à l'ancien monde, celui d'avant les années 90, d'un simple point de vue par exemple géopolitique, la vision du monde elle était très simple. Du temps de la guerre froide, il y avait les méchants à l'est et puis les plus ou moins gentils à l'ouest. C'est devenu beaucoup plus complexe de se situer dans ce monde-là et c'est évidemment perturbant pour les citoyens. Oui, merci Daniel, bonjour à tous. Oui, on vit dans un processus très important de complexification du monde. Il suffit d'interroger un leader politique qui a vécu dans les années 80, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, pour qu'il vous dise en permanence « Oh là là, qu'est-ce que je plains aujourd'hui les leaders actuels, la complexité des enjeux qu'ils doivent gérer. » Alors, complexité du monde, pourquoi ? C'est pas seulement une lapalissade, c'est une façon de dire que depuis les années 90 et l'essor des échanges au niveau mondial, on vit dans une période d'interdépendance croissante des économies et des sociétés politiques. Interdépendance qui est liée à la multiplication des échanges, mais aussi à la multiplication des acteurs politiques qui jouent un rôle dans le système international. Et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il y a de plus en plus d'enjeux, de plus en plus interconnectés, et une conscience par ailleurs de l'opinion publique, que ces enjeux sont très souvent globaux et que les acteurs politiques nationaux doivent y répondre à la fois sur le plan national et sur le plan international. Donc il y a une série d'enjeux nouveaux qui sont des enjeux perçus comme globaux, mondiaux, et qui s'ajoutent déjà aux enjeux nationaux. Donc cette complexification du monde, elle a, je crois, plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est, et elle est paradoxale, c'est qu'au fur et à mesure que les enjeux se complexifient, eh bien, les réponses qui sont apportées sont liées de plus en plus souvent à des leaders forts. C'est-à-dire, il y a un paradoxe dans cette complexification qui est nous devrions, dans une période troublée, complexe, décider à plusieurs, et pourtant, nous faisons plus que jamais confiance à des hommes forts, à des leaders très forts, en démocratie comme ailleurs, pour régler ces problèmes-là. Sauf que ces leaders n'ont pas forcément le pouvoir de le faire à eux seuls, que ce soit encore une fois dans des pays aussi divers que la France, les États-Unis, le Brésil ou ailleurs. Ça conduit ces leaders qui ont un pouvoir de plus en plus flottant, puisque justement ils ne sont qu'un des acteurs à pouvoir régler les problèmes qui leur sont posés. Eh bien, ça les conduit à transformer les histoires qu'ils nous racontent. Et on assiste à un facteur qui est lié directement à la complexification du monde, qui est la culturalisation de la politique. C'est-à-dire, comme les enjeux économiques nous sont, à nous tous, citoyens, quasiment inintelligibles, en gros, on ne comprend rien à ce qui se passe,
Alors, c'est la vérité, ni vous, à peine moi, pour vous dire. C'est-à-dire qu'on est confronté à une très grande difficulté sur le plan économique parce que les enjeux sont tellement interdépendants, il y a tellement de gens qui doivent prendre des décisions en même temps que, grosso modo, les peuples, les citoyens ne sont pas en mesure de faire face à cette complexification. Donc, du coup, les acteurs politiques ont décidé de raconter des histoires sur des enjeux beaucoup plus affectifs, beaucoup plus irrationnels, sur lesquels les interprétations sont liées à la sensibilité de chacun. Alors, ça va être un déplacement sur le terrain de l'immigration, de l'islam, de l'identité, des choses qu'on peut ressentir, nous, en tant qu'individus, qui sont à notre portée. Et il me semble donc que cette complexification du monde, elle nourrit donc une culturalisation qui elle-même est à la source d'une crise de la démocratie, mais j'imagine qu'on va en parler dans un instant. Donc la démocratie devient émotionnelle. Oui, une démocratie qui est gouvernée, évidemment, par des émotions très grandes, pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire à partir du moment où nous, les citoyens, et pour reprendre ce que disait Daniel, nous nous déresponsabilisons sur des leaders très forts, à partir du moment où on dit, mais en fait, je ne suis pas en mesure de faire et j'en ai pas envie. Moi, je crois que c'est aux chefs, c'est aux politiques de s'en occuper. C'est pas à moi de m'en occuper. Eh bien, on est gouverné par des chefs qui eux-mêmes ont des difficultés à savoir quoi faire, et donc qui doivent en plus calmer les foules en permanence, qui sont toujours excités à l'idée qu'on pourrait leur confisquer leur propre pouvoir, tout en ayant eux-mêmes confier ce pouvoir de manière complètement déresponsabilisée dans un cycle dont on parlera tout à l'heure, d'illusion d'abord, puis très rapidement de déception vis-à-vis des leaders. Alors complexification, émotion, et puis accélération, une information chasseuse à une vitesse formidable. Et il faut travailler à plein temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, et on a du mal. Oui, alors l'accélération du temps, hein, c'est une idée très connue d'Hartmut Rosa, qui a fait un très beau livre sur l'accélération du temps politique. Accélération, on pourrait en parler de manière philosophique, je vais en parler de manière très concrète, sur un exemple tout bête. L'accélération du temps, elle s'est surtout manifestée dans les médias, puisque nous sommes, depuis une quinzaine d'années, on a tendance à penser que c'est beaucoup plus ancien que ça, mais finalement c'est assez récent. Les chaînes d'information en continu, par exemple, diffusent des informations en permanence et ont donné une place nouvelle à la politique, aux décisions, faits et gestes des dirigeants, sur lesquels nous sommes appelés à commenter ensuite dans les réseaux sociaux ce que nous avons vu sur les chaînes d'information en continu. Ce système-là, il est quasiment intenable pour les dirigeants parce qu'ils doivent s'adapter en temps réel à ce que Bernard Manin appelle la démocratie du public. On est dans une démocratie du public qui, en plus, est une démocratie du public permanente, puisque nous sommes tous, en plus, dotés d'un smartphone caméra avec Twitter et Facebook, qui nous permet de commenter en direct nos avis. Donc cette démocratie d'opinion, elle met une pression supplémentaire sur le politique. On va dire un petit mot plus tard sur le grand café du commerce. Massimo Cueno, on a beaucoup parlé hier des Romains. Les Italiens sont-ils des descendants des Romains ? Vous allez nous le dire. Ils ont en tout cas en commun une certaine inventivité en matière politique et d'organisation de la société. Alors, sur l'organisation de la société vue par les Romains, on l'a largement abordé hier. On va la laisser de côté, mais tout de même, avec Silvio Berlusconi, les Italiens ont inventé la politique spectacle et le populisme paillette. Et puis avec Matteo Salvini, ils ont inventé le populisme de gouvernement. Merci Daniel, merci à l'organisation pour cet accueil merveilleux et pour la possibilité de discuter avec cette vaste salle. Et merci aussi à Thierry Fabre qui nous a proposé de repartir de la chute du mur, de l'euphorie démocratique qu'on avait il y a 30 ans, à l'endemain de la chute du mur, dans laquelle on pensait que la démocratie, c'était désormais la seule forme de gouvernement possible pour le monde. Et c'est pour ça que, justement, quelques mois après la chute du mur, Francis Fukuyama, qu'on a déjà cité, a écrit cet essai « La fin de l'histoire ». Je me suis permis de revenir au texte très rapidement, évidemment. Fukuyama disait « On est arrivé au point final de l'évolution idéologique de l'humanité ». L'histoire est finie, l'histoire conçue comme une succession de conflits idéologiques et militaires et les triomphes de l'économie de marché et du régime démocratique. Bon, évidemment, l'histoire n'est pas finie. Même pas 2 ans après la chute du mur, une coalition militaire guidée par les États-Unis, il a commencé l'opération Desert Storm avec l'inauguration de tragiques périodes de guerre humanitaire.
Et après, on a eu, d'ici à quelques mois, le génocide de Srebrenica au cœur de l'Europe. Et comme ça, aujourd'hui, on peut dire que la démocratie, l'état de santé de la démocratie, ce n'est pas ce que Fukuyama espérait. Et aussi le capitalisme, il n'est pas en très bonne santé. Au moins après 2007, la plus grande crise économique de l'histoire globale depuis les années 30 du XXe siècle. C'est pour ça que je reviens tout rapidement à ce que j'appelle le laboratoire italien. L'Italie a exporté beaucoup de modèles politiques, la plupart très dangereux, c'est-à-dire on a inventé le fascisme dans les années 20 du XXe siècle et on l'a exporté dans le monde. Et aujourd'hui aussi, on a vécu une histoire politique plus récente qui nous a amené à expérimenter beaucoup de solutions politiques qui après ont pris la scène dans plusieurs d'autres pays. On a eu des gouvernements techniques, on a vu les populismes médiatiques des grands entrepreneurs Silvio Berlusconi jusqu'à notre période et la figure politique de Matteo Salvini. Toute cette expérience ont quelque chose en commun, qui est très proche à ce que disait Fukuyama. L'idée que les idéologies sont finies. Fukuyama disait désormais, finalement, après la chute du mur et de l'Union soviétique, il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus ni droite ni gauche. Et aujourd'hui, les hommes politiques et les femmes politiques en Italie, mais pas seulement en Italie, jouent beaucoup sur cette idée qu'il n'y a plus droite et gauche. Un historien français de la Révolution française, Pierre Cernat, a récemment sorti un très bon bouquin qui s'appelle « L'extrémisme des centres » pour parler de cette histoire depuis les Thermidor jusqu'à Macron, histoire française du fait qu'on cherche de légitimer notre action politique comme si on n'était pas ni de gauche ni de droite. Et ça, c'était l'argument du parti fasciste aux années 20 qui disait on n'est pas idéologique, on lutte contre l'extrémisme idéologique de l'Union soviétique. Ça, c'était l'argument qui a légitimé plusieurs gouvernements techniques en Italie. C'est l'argument qui a légitimé Silvio Berlusconi qui disait moi, je suis riche, je sais comment faire de l'argent, donc ce n'est pas une question de droite et gauche, c'est une question de bonne administration. Et c'est l'argument de Matteo Renzi, c'est l'argument du mouvement 5 étoiles. Peut-être on aura l'occasion de parler un peu plus avant. Et c'est aussi l'argument de Matteo Salvini qui dit il faut arrêter avec cette connerie de gauche et droite, il faut faire des choses. Mais ça, c'est ce que je voudrais discuter avec vous. Je pense que chaque fois qu'un homme politique ou une femme politique s'est présent en disant « je ne suis pas ni gauche ni droite », normalement, il est très droite. Nous Gessus, on a vu hier que le pouvoir, c'était avant tout une affaire d'hommes du temps de l'Antiquité, mais jusqu'au milieu du 19e siècle, et que l'irruption des femmes dans l'univers politique est relativement récent, en tout cas au regard de l'histoire. La démocratie, c'est évidemment un enjeu pour les femmes. Oui, merci. Merci beaucoup à votre présence. C'est impressionnant de voir tout ce monde qui est là dans cet amphithéâtre, dans ce théâtre. Et vraiment, je suis impressionnée. Je suis extrêmement reconnaissante à votre présence. Tout comme je remercie les organisateurs de ce magnifique forum de débat. Et je remercie particulièrement Thierry Fabre qui m'a projeté ici, littéralement projeté ici pour parler justement en tant que femme de la question des démocraties. Je pense que cela a été déjà évoqué hier et le sera encore demain, cet après-midi, puis demain. La notion de crise actuelle de la démocratie, pour ne pas parler de fin de l'histoire de la démocratie, la notion de crise de la démocratie est basée aussi et peut-être principalement sur le fait qu'il y a trop d'inégalités et que tout cet idéal des démocraties libérales de prospérité pour tous et d'égalité de tous dans la dignité et dans les droits s'avère être quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. On voit se creuser effectivement les différences qu'il y a aussi bien dans les pays riches que dans les pays qui le sont moins. Donc cette crise qui est due aux inégalités pose indiscutablement la question des différentes inégalités qui traversent une société.
Je pense que nous sommes arrivés à un niveau de tension. En tous les cas, je vais parler, c'est une parole de la rive sud de la Méditerranée que j'aimerais pouvoir apporter ici. Mais que ce soit dans les pays de la rive nord, avec tout ce qui s'est passé justement et tout ce qui se passe, avec cette montée des populismes, avec cette montée de la droite, par les processus électoraux démocratiques, ou que ce soit dans la rive sud de la Méditerranée, avec tous les sursauts populaires. Les uns les ont appelés sursauts populaires, d'autres les ont appelés révolution, d'autres les ont appelés printemps arabe. Tous ces éléments de la crise témoignent, en tous les cas de manière évidente au niveau de la rive sud, des tensions qui existent aussi dans les démocratures. Parce qu'on peut parler dans la rive sud de l'existence de démocratures qui se sont plus ou moins dissoutes ou plus ou moins atténuées ou plus ou moins maquillées ou qui ont peut-être aussi été mises dehors. N'oublions pas que c'était l'un des slogans les plus importants des printemps arabes. Eh bien, dans ces pays du Sud, les tensions entre les libertés et l'autorité ont été quelque chose de très fort dans le déclenchement de ces mouvements. Les tensions entre l'individu et la communauté ont été aussi un élément important. Et dans les tensions, dans l'individu, il y a aussi la tension qu'il y a dans les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, au bout du compte, quand on parle de crise de la démocratie, on ne peut pas, ou quand on parle de la démocratie, on ne peut pas occulter cette partie qui est relative au statut des femmes, à leurs droits, à leur représentativité, même dans les instances de pouvoir, et justement à leur libre jouissance de tout ce que la démocratie et les droits humains sont censés apporter. Daniel Innerarity, la démocratie est devenue consensuelle de notre vie. De la même façon qu'on respire sans y réfléchir, on vit en démocratie sans y penser. Et par définition, la démocratie, dont on attend beaucoup, elle est forcément, à un moment ou à un autre, décevante. Oui, je crois que la déception est une caractéristique de la politique tout court, parce que la politique consiste surtout à trouver des solutions en partageant, en partant des opinions diverses. C'est-à-dire, je crois que un des problèmes de la politique à l'heure actuelle, c'est que la mobilisation, la pulsion, les souverains narratifs, ça marche assez bien. On dit on ne veut pas ça, on proteste contre ça, mais le moment de la construction, ça n'arrive jamais. Le moment des souverains positifs. On sort de l'Union européenne, le Brexit, mais après il faut bâtir une majorité dans le Parlement, ça n'arrive pas. Et on est contre une situation d'inégalité économique, mais après il faut trouver une solution. Et pour la solution, c'est la logique politique qui intervient. Et la logique politique est toujours une logique de déception, parce qu'il faut mettre un accord qui implique toujours ces concessions et compromis, on dit compromis, bien sûr. On dit aussi en français. Et c'est pour ça que la démocratie est toujours décevante. Sauf qu'en français, on fait la confusion entre compromis et compromission assez facilement. Oui. Daniel Innerarity, est-ce qu'il n'y a pas une accélération chez le citoyen, chez l'électeur, dans ce cycle? Illusion, on élit un président de la République et on attend énormément de choses de lui, et puis on est rapidement déçu. Est-ce qu'il n'y a pas une accélération de ce phénomène illusion-déception? Absolument, absolument, parce que l'accélération du temps dont Vincent vient de nous parler, c'est aussi une accélération dans l'obsolescence des promesses, des programmes, des leaderships en général. C'est-à-dire le temps des déceptions est raccourci énormément, et ça explique beaucoup de phénomènes, ça explique le manque de loyauté des citoyens vers les leaders, mais aussi des leaders vers les citoyens, parce que si le temps est très, très, très bref, et la politique a laissé tomber absolument
la dimension temporelle de la longue durée. Et il faut, d'une manière ou d'autre, introduire critères de longue durée dans la politique, parce que sinon ça va être décevant, mais dans le sens radical du terme. Vincent Martini, longtemps, la vie politique, ça a été la gauche, la droite, et puis un petit peu partout en Europe, restons en Europe, on a vu arriver des trublions. Alors, par exemple, en Espagne, ça a été Podemos à gauche, Ciudadanos à droite. En France, ça a été évidemment la République en marche, mais on peut citer le mouvement 5 étoiles en Italie, on peut varier et donner d'autres exemples. Dans un premier temps, ça a été très séduisant. On s'est dit, ah voilà, il se passe quelque chose, ça bouge, ça va changer les choses. Et puis, la conclusion de tout ça, c'est finalement une paralysie. La difficulté, voire l'impossibilité de former un gouvernement en Espagne, en tout cas ça va être très difficile après 4 élections, hein, je parle en 4 ans. Et on va vers une autre. Pardon ? Et éventuellement encore une autre. Un gouvernement en Belgique absent depuis 300 jours, pas de gouvernement en Allemagne, pas de gouvernement, ou en tout cas des gouvernements qui assurent les affaires courantes en Autriche, un gouvernement très fragile en Italie. On pourrait multiplier comme ça les exemples. L'irruption de ces nouveaux venus, Vincent Martini. Je dirais qu'on est un peu dans une période intermédiaire. C'est-à-dire qu'on sent qu'une forme de démocratie qu'on a connue, on va dire, depuis les années 30, la démocratie des grands partis, portée sur des idéologies qui étaient extrêmement identifiables, le marxisme, enfin le fascisme, il y a toute une série d'idéologies, la social-démocratie, tous ces moments, on voit bien, sont terminés, sont des moments terminés. Et les grands partis qui les accompagnent sont effondrés, probablement de manière très durable. Donc je pense qu'on vit dans cette période intermédiaire dans laquelle on est dans une période d'expérience. Il y a toute une série de citoyens, et on devrait s'en réjouir d'ailleurs, qui essayent d'imaginer des alternatives. Alors ces alternatives ne sont pas toutes bonnes, elles ne sont pas toutes viables, et surtout ces alternatives, elles sont bloquées dans la plupart des pays dont vous avez parlé, par les institutions. Elles sont bloquées par les institutions, dans le cas de la France par exemple, elles sont bloquées par l'obsession de l'élection présidentielle. C'est un point de blocage. C'est un point de blocage parce que vous pouvez monter tous les partis que vous voulez. Tous les 5 ans, on vous explique qu'on siffle la fin de la récré et qu'on vous dit, attendez, concrètement, à l'élection présidentielle, présentez-nous un candidat et combien il fait. Alors, nous, on est allé au bout de ce fantasme de la Ve République en élisant Emmanuel Macron, c'est-à-dire, on s'est dit, tiens, il y a quelqu'un qui sort complètement du système, qui fait un nouveau parti qui n'a rien à voir, qui n'est ni de droite ni de gauche, comme disait Massimo. On en tire les conséquences qu'on veut, et qui va être une sorte de super leader de la Ve République, qui sait tout, et il a fait toutes les plus grandes écoles, etc. Donc on est arrivé dans cette espèce d'expérience poussée au maximum, mais dont on sent bien quelque part qu'elle est la reconduction d'un même. Elle a la reconduction, en fait, elle est d'une continuité, pour utiliser un slogan des années 70, c'est la rupture dans la continuité. Et cette rupture dans la continuité, il me semble que tant qu'on n'aura pas d'évolution des règles institutionnelles, déjà pour commencer, eh bien, on sera toujours dans les mêmes errances, tout simplement parce que le système institutionnel, mais pas seulement en France, encore une fois, partout en Europe, a été conçu pour la période dont je viens de parler, qui est morte. Des idéologies très nettes, des partis de masse, des partis qui mobilisent énormément de gens, sur des idéologies très claires. Et donc, ce monde-là étant effondré, on ne peut pas continuer avec les mêmes règles du jeu. Et donc, il me semble que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est un très grand sujet évidemment, c'est une très grande crise de la représentation politique, puisque nous nous méfions plus que jamais de nos dirigeants, et comme le dit Daniel très justement, ils se méfient de nous aussi. Ils se méfient de nous, peut-être à raison, évidemment, qu'ils ont raison de se méfier de nous, parce que c'est nous, les citoyens, qui portons la légitimité démocratique. Donc, on est potentiellement en mesure de les révoquer, encore une fois, à condition que les règles du jeu nous le permettent. Donc, cette dimension-là, dans un monde de citoyens critiques, nous sommes tous des citoyens critiques, c'est un sujet qu'on connaît bien en sciences politiques depuis une vingtaine d'années, la distance, la défiance avec la démocratie. Elle ne signifie pas forcément, à mon sens, la fin de la démocratie, elle signifie, en revanche, une demande de refonder cette démocratie. Et ça passe par ces règles institutionnelles. Mais vous savez, les institutions, c'est un peu le problème, parce que c'est une espèce d'organe qui est très utile, mais dont tout le monde se fiche. En disant, oui, les institutions, oui, c'est bien, mais c'est que des règles du jeu, c'est pas très important. Et pourtant, elles conditionnent complètement l'accès à la politique.
Donc voilà, je pourrais dire que, pour répondre à votre question, que ces expériences, elles ne fonctionnent pas très souvent parce que les règles du jeu ne sont pas adaptées pour faire émerger des alternatives déjà. Et ensuite, par ailleurs, on ne passe pas d'un système à un autre en 1 minute 30. Encore une fois, vous enterrez pas 100 ans de partis politiques. Les partis, vous savez, ils se cachent pour mourir, mais ils mettent du temps à mourir. Ni en 140 caractères. Oui, exactement. Et donc, Massimo Cuono, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la démocratie aujourd'hui? Alors, je m'adresse à vous, parce que là encore, les Italiens ont inventé avec le mouvement 5 étoiles, qui est né à la fois avec Beppe Grillo, qui était un comédien, un charismatique, mais puis avec un professionnel du monde de l'informatique. Et la naissance du mouvement 5 étoiles, n'aurait pas été possible sans l'ère numérique. Alors, est-ce que c'est un renforcement de la démocratie par le biais d'une forme de démocratie participative, ou au contraire, c'est un affaiblissement de cette démocratie par la diffusion instantanée et massive de contre-vérités? Bon, la question c'est compliqué en fait, mais je vous propose c'est une chose méthodologique, je joue un peu les profs. Certaines fois, quand on parle de réseaux sociaux, il faut sortir d'Internet. C'est-à-dire que c'est vrai, évidemment, les réseaux sociaux, Internet a contribué à cet imaginaire de la rapidité, de l'accélération sociale. Évidemment, sans la révolution technologique, on n'aurait pas eu cet grand imaginaire de l'accélération sociale, et aussi cette crise des intermédiaires. Parce qu'évidemment, la crise de partis, la transformation des partis politiques s'est accompagnée avec cette grande imaginaire du fait que grâce à Internet, on aurait pu revenir sur des modèles de démocratie directe. Les problèmes, je laisse juste un moment à côté la question des réseaux sociaux pour dire que, pour me récupérer ce que disait Vincent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment on a répondu à cette crise d'intermédiaires? On a répondu avec le renforcement des gouvernements. On a pensé, donc, on n'a plus de partis qui peuvent représenter le peuple. On va donner plus de pouvoir au gouvernement pour résoudre des questions et pour représenter d'une certaine façon les citoyens. Donc, on a enlevé de pouvoir au Parlement. On a laissé les pouvoirs législatifs, beaucoup de pouvoirs législatifs, dans les mains des gouvernements, des exécutifs. Mais évidemment, un exécutif ne peut pas représenter tout le monde, les citoyens. C'est seulement le Parlement, c'est seulement une assemblée représentative qui peut redonner, restituer la complexité sociale. Où nous amener ce renforcement des exécutifs et cette concentration, cette obsession présidentielle de que parlait Vincent, nous amener tout de suite à de leaderisme charismatique, que toi tu adresses très bien dans ton dernier livre, qui est, je pense, un des problèmes les plus importants de notre monde. Quand on parle, comme ça on revient au réseau social, quand on parle de Trump aux États-Unis, c'est évident que le rôle des réseaux sociaux a été important, en tout cas dans l'élection de Trump. Mais ce n'est pas seulement ça. Trump, c'est un des hommes plus riches du monde. C'est un des hommes plus populaires des États-Unis. Donc, c'est-à-dire, oui, je suis d'accord, c'est important de parler des réseaux sociaux et de comment se transforme la communication, mais je pense que certaines fois, il faut sortir d'Internet pour voir la complexité sociale et économique de notre monde politique. Mais tout de même, Massimo Cuono, les contre-vérités, les fake news, la désinformation, la post-vérité qu'on n'a pas encore abordée, chacun, par le système des algorithmes, par exemple, construit sa propre vérité dans une atmosphère qui peut aller jusqu'au complotisme. Oui, ça c'est sûr, mais la propagande, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait. Et même la contre-vérité, c'est pas quelque chose de nouveau. On a joué un peu avec les étudiants il y a quelques jours ici, dans ce même théâtre, et j'ai raconté l'histoire, je ne sais pas si Catherine, elle est encore là, l'historienne de Rome, l'histoire que l'Empire romain se fonde sur une fake news. C'est-à-dire les testaments
de Marc-Antoine et Cléopâtre, c'est un faux, ça n'existe pas, ça n'existait pas, c'est une invention de Jules César pour légitimer sa prise de pouvoir. Donc la post-vérité, il a toujours existé. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de diffondre de fake news. Ça, c'est sûr, mais il ne faut pas, je pense, la question centrale qu'on doit se poser, ce n'est pas seulement la question des fake news et des réseaux sociaux, mais c'est la question sociale, plus encore. C'est de revenir aux causes sociales et économiques de la montée de ce mouvement populiste. Encore une fois, les États-Unis, c'était au centre d'une énorme crise économique, la plus grande depuis les années 30 du XXe siècle. Ça, c'est une des raisons de l'élection de Trump. Beaucoup plus que, je pense, que les fake news. Même si c'est important de repenser les rôles des journalistes, les rôles de médias à l'endemain de grandes révolutions technologiques. Ça, c'est important, mais il ne faut pas, je pense, surestimer. Donc le fait que, par exemple, la chaîne de télévision préférée des Gilets jaunes soit RT, Russia Today, ne peut qu'interpeller un journaliste comme moi. Nouzair Guessous, vous vouliez revenir sur ce qu'avait évoqué dans une précédente intervention Massimo Cluono, c'est-à-dire le ni gauche ni droite qui vous a interpellé. Oui, le ni gauche ni droite interpelle forcément quand on parle des droits des femmes et de l'évolution justement de leur situation dans toute société. Parce qu'en fait, la question des inégalités en femmes dépasse le champ politique à proprement parler dans sa conception la plus étroite, dans la mesure où elle fait appel au champ anthropologique, elle fait appel au champ culturel, elle fait appel aux idéologies, et que dans tout cela, finalement, ni gauche ni droite, c'est quelque chose qui vraiment ne résout pas. Être de gauche ou être de droite ne signifie pas nécessairement que ça va résoudre, que ça va améliorer ou que ça va faire empirer la situation des femmes en général. Je voudrais revenir sur le fait que, bien entendu, les luttes des femmes ont commencé, et puis la revendication de l'égalité et puis de l'égale dignité, plus exactement, de l'égale dignité des hommes et des femmes a commencé depuis très longtemps. Elle ne date pas uniquement d'aujourd'hui, et que il y a eu plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. Les promesses, pour parler de la rive sud, encore une fois de la Méditerranée, les promesses des mouvements nationaux pour les libérations des pays qui étaient sous colonialisme ou qui étaient sous protectorat. Ces promesses n'ont pas été tenues dans la mesure où les femmes ont participé effectivement au mouvement de libération avec les promesses que leur situation allait s'améliorer, et en fait cette promesse n'a pas été tenue. Mais d'une manière générale dans le monde, et là on revient justement à la chute du mur de Berlin, d'autres idéologies ont donné l'illusion que, avec par exemple l'idéologie communiste, l'idéologie marxiste-léniniste, avec l'arrivée du prolétariat au pouvoir, avec la lutte de classe, avec l'abolition justement de la classe bourgeoise, il n'y aura plus de problème, puisque les droits des femmes ou l'oppression des femmes, comme on disait dans les années 60, à la fin des années 60, l'oppression des femmes était une conséquence de l'oppression de classe. Donc en fait, ça dépasse quelque part la gauche ou la droite, ça dépasse le mode de gouvernance. Je vais reprendre encore une fois ce qui s'est passé, même si je sais que je crois que c'est la table ronde de cet après-midi où on va discuter un petit peu plus de ce qui a été appelé le printemps arabe. On va en discuter un petit peu plus. Pour dire que les femmes, par exemple, dans la rive sud de la Méditerranée, tout comme elles s'étaient engagées dans les processus de libération du protectorat ou des colonialismes, se sont engagées dans ces mouvements de revendication et ces mouvements de dénonciation des inégalités de l'autoritarisme. Mais cela s'est traduit, et là je reviens à l'expression de Vincent, que je trouve tout à fait, à la notion que Vincent a amenée, qui est celle de culturalisation de la politique, pour donner l'exemple de ce qui s'est passé lors de ces mouvements concernant la présence des jeunes femmes, des jeunes filles et des femmes en général dans ces mouvements. Je donne l'exemple des événements de la place Tahrir au Caire.
Il y a eu, de par le pouvoir militaire, une tentative de déplacer la revendication, qui était une revendication politique, sociale, égalitariste, de dignité, de quête de dignité, vers une question strictement idéologique, qui est celle de, finalement, quelque part, de faire revenir l'idée que cette visualisation du corps des femmes sur la place publique était quelque chose qui n'était pas normal dans le contexte de pensée dominante en Égypte. Et c'est comme ça qu'on a introduit les notions d'examen gynécologique, par exemple, pour voir si les femmes qui participaient au mouvement de la place Tahrir étaient vierges ou ne l'étaient pas. C'est une façon aussi qui prouve qu'on déplace, lorsqu'il s'agit justement des femmes, on va déplacer très souvent les revendications qui sont des revendications d'ordre humain, c'est-à-dire c'est une revendication d'égale dignité, vers des choses qui sont de l'ordre du culturel et de l'ordre de l'idéologique. Et c'est en ce sens qu'effectivement, droite ou gauche, ça dépasse cela. C'est véritablement un problème anthropologique, comme cela a été dit hier. Ça date de l'aube de l'humanité et qu'il faut envisager les choses dans un contexte beaucoup plus large qui tient compte justement de cette composante culturelle. Il y a aussi le fait qui a été avancé de l'accélération du temps. L'accélération du temps ne joue pas en faveur nécessairement de l'évolution de la situation des femmes, au moins dans les pays qui restent encore des pays non laïques, dans la mesure où la culture va évoluer beaucoup plus lentement que les autres aspects de la vie, et notamment que l'évolution politique. Vincent Martini, les dirigeants qui nous gouvernent sont le reflet à la fois d'une époque et puis sont aussi le reflet des citoyens qui les élisent. Alors que vous inspire cette maxime, ces propos qu'on entend souvent, on a les dirigeants qu'on mérite. Pour illustrer ces propos, un petit mot sur Boris Johnson, qui en 2016, avant le référendum sur le Brexit, a fait défiler un peu partout au Royaume-Uni un bus rouge où il est écrit en grand « Nous versons chaque semaine 350 millions de livres sterling à l'Union européenne. Si on n'était pas dans l'Europe, dans l'Union européenne, on pourrait les consacrer au service national de santé. » Alors, sauf que, évidemment, c'était faux, parce que même Margaret Thatcher, en son temps, avec son fameux « I want my money back », avait négocié un rabais. Et puis, si effectivement le Royaume-Uni verse 350 millions de livres par semaine, elle reçoit aussi de l'Union européenne une somme pratiquement équivalente. Donc c'était un mensonge, au-delà de la fake news, une contre-vérité d'un homme politique qui est devenu le Premier ministre du Royaume-Uni. En tout cas, oui, pour l'instant c'est encore le Royaume-Uni, c'est pas encore le Royaume des Unis. Alors, deux remarques sur ce que vous venez de dire. D'abord, une remarque sur la question de la responsabilité des citoyens. Je vais commencer par vous parler d'un film que j'aime beaucoup, qui est un film pas très connu, qui est un petit film italien, une comédie qui s'appelle Viva la Libertà. Et c'est un film qu'on appelle une comédie du remplacement. C'est ces films, vous savez, où un personnage remplace l'autre, un peu comme le dictateur de Chaplin. Et c'est l'histoire de secrétaire général d'un parti social-démocrate italien qui va aller aux élections. Lui, c'est un apparatchik, fatigué, il n'a plus d'idées. On sent que ça va être catastrophique pour lui. Et donc, 15 jours, 3 semaines avant les élections, il en a marre et il disparaît. Voilà. Et il disparaît. Là, la situation est grave. Il faut qu'on trouve un remplaçant qui va mener les élections. Et évidemment, par un jeu d'imbroglio assez amusant, on se rend compte qu'il a un frère jumeau, que ce frère jumeau est un philosophe qui sort d'un asile, mais que ce frère jumeau a des choses à nous dire sur la politique, évidemment bien plus justes et bien plus enthousiasmantes que son frère, et il va le remplacer. Et donc, il faut regarder le film pour voir comment ça se termine. Et la scène du remplacement, elle a lieu dans un restaurant dans lequel le frère jumeau est en train de déjeuner avec le garde du corps, justement, du disparu. Et il rencontre un journaliste qui le prend pour son frère, justement, et qui lui dit « Mais comment est-ce que vous expliquez que la classe politique italienne est si corrompue ou si incompétente ?» Et il a cette formule, il dit « La classe politique italienne est incompétente parce que les Italiens sont incompétents. La classe politique italienne est corrompue parce que les Italiens sont corrompus ou rêveraient de l'être. » Et donc il me semble là que la question que vous posez, c'est la question quand même de la responsabilité des citoyens. Moi je suis toujours, regardant les acteurs politiques, assez critique évidemment du fonctionnement de la politique, mais aussi assez critique de la déresponsabilisation des citoyens vis-à-vis de la politique. C'est-à-dire qu'on considère encore une fois
On considère encore une fois que les acteurs politiques doivent, à notre place, décider les choses. Sauf que nous désirons de plus en plus participer. Et on sait très bien que quand on met en place des entreprises de démocratie participative au niveau local, en France par exemple, mais ailleurs aussi, les citoyens n'y vont pas. Et ensuite, etc. Bon, c'est toute espèce de spirale négative infernale. Donc réfléchissons sur la question de la responsabilité des citoyens. Deuxième élément sur lequel je voudrais intervenir, qui est à l'inverse, la question des fake news. Parce que c'est une question, alors, on entend souvent parler. Et à un moment donné, je vais être un peu provocateur, je pense que les citoyens croient les fake news parce qu'en réalité, sur un certain nombre de réalités fondamentales de la société, on leur ment vraiment. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant ça? On leur ment vraiment. Alors on leur ment pas sur le fait que la France aurait vendu la ville de Marseille aux islamistes ou aux organisations internationales, comme on peut le voir sur Internet, pour créer des quartiers à 100% musulmans qui pratiqueraient la charia en échange d'un salaire misérable. Bon, ça c'est le genre de fake news qu'on entend ou qu'on lit dans les livres de Philippe de Villiers. C'est pas de ces fake news-là dont je parle et de ces mensonges-là dont je parle. Je parle des mensonges fondamentaux de la société contemporaine, mensonges qui sont liés à la répétition de fausses évidences dont les citoyens sentent bien qu'elles sont aujourd'hui inexactes. J'en cite quelques-unes. La première, c'est « si vous travaillez dur », vous connaissez la suite de l'histoire, « si vous travaillez dur, vous aurez un salaire, une vie à la hauteur de votre travail ». Ça, évidemment, tout le monde sait que c'est faux. Sinon, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Ce sont des gens qui disent à un moment donné on travaille dur et on n'a pas de travail. Parce que les gilets jaunes, c'est des travailleurs pauvres, beaucoup plus que des chômeurs. Hein. Ce sont des gens qui ont un travail mais qui ne s'en sortent pas, première chose. Deuxièmement, et vous le savez si vous avez des enfants ou des petits-enfants, on vous dit si tu as un diplôme, si tu travailles bien à l'école, tu auras une situation à la hauteur de tes espérances. Mais ça aussi, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Il suffit de voir en Italie, en Espagne, les générations des 1000 € qui vivent chez leurs parents jusqu'à 40 ans parce qu'ils n'ont même pas les moyens de se marier. Bon, et qui ont tous des bacs plus 5, etc. Donc ça, c'est une vérité fondamentale. Et puis, j'en cite deux autres, mais vraiment comme ça, on pourrait multiplier les exemples. Eh bien, si nous produisons toujours plus, eh bien, nous créerons une situation du confort et finalement d'une production infinie. Quand même, la catastrophe écologique qui nous guette montre bien que la production n'est plus une solution. Et puis on pourrait rajouter les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Hein, alors on peut les voir comme égal. Et après ils se débrouillent. Donc on voit bien que c'est. J'insiste là-dessus parce que c'est pas étonnant que les gens imaginent que je sais pas que la France et l'Allemagne ont décidé des complots invraisemblables, qu'on nous ment toute la journée, parce que en réalité sur un certain nombre de choses, par paresse intellectuelle, par défaut de réflexion, les acteurs politiques finissent par nous mentir en répétant des contre-vérités. Daniel Inné-Arriti, vous avez envie de réagir à ce que dit Vincent Martini. Une petite question pour vous aider peut-être à aller un peu plus loin. J'ai rencontré un vieux prof de politique, un ponte de Sciences Po, et qui m'expliquait, il y a quelques années, il y a 10 ans, 20 ans, les meilleurs de mes étudiants, ils se lançaient dans la politique. Et aujourd'hui, ce sont les plus mauvais. Et on les comprend. Et on les comprend, parce que qui a envie de devenir ministre pour être alpagué à la moindre proposition, ou maire, ou même président de la République? Il faut un petit grain de folie. Un président de la République, ça gagne 13 000 €. Si vous êtes Carlos Ghosn, c'est un pourboire, 13 000 €. Donc, sur cette réflexion qui fait qu'il y a une baisse de qualité du personnel politique liée au fait que, bien évidemment, la financiarisation du monde fait que les carrières politiques sont pas les plus séduisantes. En tout cas, il y a énormément de coups à prendre et à la fin de l'histoire, pas forcément beaucoup de satisfaction. Je ne sais pas si nous savons la classe dirigeant et des dirigeants que nous méritons, mais je suis sûr qu'il y a un manque de sincérité lorsque nous parlons de l'incompétence des dirigeants comme si ces circonstances n'auraient rien à voir avec notre qualité démocratique comme citoyens. Il faut avoir une sorte de relation entre les dirigeants que nous savons et nous, comme nous sommes. Et, il faut expliquer comment ces dirigeants si pénibles ont sorti d'un peuple tellement innocent.
Et je me souviens, pour rigoler un peu, une blague qu'on racontait en Espagne. Les autorités des chemins de fer ont découvert que lorsqu'il y avait un accident de train, les wagons les plus affectés étaient toujours les derniers. Et ils ont décidé de supprimer les derniers wagons. Excellent. C'est une solution très espagnole qui aurait pu être aussi une solution italienne. L'imagination du Sud. Oui, mais lorsque j'entends parler de certaines crises de représentation, je sais qu'il y a une crise de représentation. Tout à fait, il faut travailler là-dessus. Mais parfois, j'ai l'impression que certains discours sur la crise de représentation sont quelque chose semblable à la suppression du dernier wagon de train. Alors, on est en train de quitter un monde très confortable que l'on connaît, et puis on entre dans un nouveau monde évidemment incertain et qui nous fait un peu peur, enfin qui nous interpelle, qui nous inquiète. Et les manifestations, pour reprendre le début de cette table ronde, c'est aussi cette inquiétude, en tout cas pour un certain nombre de manifestations, en tout cas en Europe. Dans ce nouveau monde qui s'installe, que l'on découvre petit à petit, est-ce qu'il y a une place pour un système démocratique? Et je vous posais la question à tous les quatre. On va commencer peut-être par Massimo Chiono. Est-ce qu'il y a une place pour une évolution du système démocratique dans ce monde qui est en train de se construire? Ça, je ne sais pas, je suis désolé. Mais il y a une chose que je voudrais ajouter justement sur ces points-là, et que ça me ramène à la question de la contre-vérité. Et comme ça, je veux adresser directement la question de la démocratie, et ça sur laquelle on peut, je pense, un peu travailler. L'obsession pour la question des contre-vérités cache quelque chose de plus inquiétant et plus grave, c'est-à-dire la question de la vérité. Parce que moi, je pense que démocratie, c'est une forme de gouvernement qui ne peut pas accepter l'idée qu'il existe une seule vérité. Être démocratique veut dire qu'il y a beaucoup de différentes solutions possibles aux problèmes politiques et que discuter, négocier, faire des compromis, c'est le seul moyen pour vivre ensemble plus ou moins en paix. Parce que si on a la vérité, celui qui trouve la vérité voudra sûrement l'imposer. Et ça, c'est l'histoire que nous le raconte. Il y a une très belle définition, je pense, de démocratie de Elias Canetti, un grand penseur, qui a dit la démocratie, c'est tout simplement les régimes politiques dans lesquels on compte des têtes au lieu que les couper. Et je trouve que c'est très fort comme définition, parce que si on connaît la vérité, si on veut imposer une vérité sur les autres, probablement on va commencer à couper des têtes. Donc je ne sais pas s'il y a des solutions à cette crise ou cette question. Je pense que la seule chose qu'on peut essayer de refaire, c'est de récupérer l'esprit démocratique. Et l'esprit démocratique, c'est la discussion, c'est le changement d'idées, c'est même les conflits sociaux, idéologiques. La question des gilets jaunes, moi je ne connais pas assez bien, mais je vais le répéter. Je l'ai déjà dit, mais je me répète un peu. Je ne sais pas, c'est très compliqué. Moi je ne connais pas assez les mouvements. Donc, il y a des choses que ça ne me plaît pas du tout. Quand ils disent qu'on ne peut pas être représenté par personne, ça m'inquiète beaucoup, parce que moi, je suis habitué à la démocratie représentative et tout ça. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec les revendications des Gilets jaunes, mais ça que je trouve horrible, antidémocratique, c'est la répression policière que l'État français fait avec ce mouvement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire démocratie? C'est récupérer le fait qu'il y a les conflits c'est idéologique, les conflits c'est social, et la démocratie c'est compter des têtes au lieu que le couper. Merci.
Nous Aguesous, sur la rive sud de la Méditerranée, il y a eu évidemment les printemps arabes de 2011. On va pas revenir, c'est pas le sujet de cette table ronde, mais ça bouge encore. Ça bouge encore en Tunisie, ça bouge au Liban. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui est en train... En Algérie, bien sûr, et pardonnez-moi d'avoir oublié, merci. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'on assiste à quelque chose de nouveau? Est-ce que la rive sud de la Méditerranée nous annonce quelque chose? Je vais dire la même chose que Massimo. Je ne peux pas vous répondre d'une manière générale. Ah bah alors là, non. Non, je ne peux pas vous répondre d'une manière générale et globale. Il est évident que ce qui se passe dans la rive sud de la Méditerranée n'est pas anodin. Et que la répétition dans les mêmes pays avec des périodes d'accalmie prouve bien qu'il va y avoir à un moment ou à un autre un phénomène cumulatif qui va se manifester d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que le fait qu'en Égypte ça s'était calmé et puis qu'ensuite ça reprenne, l'Algérie, c'est vraiment un espoir, on ne sait pas comment cela va se passer. La Tunisie, on sait qu'il y a eu des choses qui étaient extrêmement importantes. C'est quand même arrivé, par exemple, pour revenir à la question des droits des femmes, on est quand même arrivé à ce qu'un chef du gouvernement propose qu'il y ait un changement des lois sur l'héritage, ce qui est quelque chose d'absolument fantastique parce que ça touche au fond, justement, de la culture patriarcale d'une part, quand elle est en plus, d'autant plus dangereuse, je prends la responsabilité de le dire, elle est d'autant plus dangereuse qu'elle est sacralisée. Elle est sacralisée au nom de la religion, dans un pays qui est un pays qui comprend 99,9% de personnes qui sont croyantes. Bon, donc il y a des choses qui bougent, indiscutablement il y a des choses qui bougent. Il me semble que, tout comme cela se passe un petit peu dans le Nord, mais avec des moyens qui sont différents. Je vais faire un parallèle très lointain entre le phénomène MeToo, par exemple, qui s'est déroulé dans les pays occidentaux, qui a repositionné le corps des femmes d'une manière qui était quand même, pour le moins qu'on puisse dire, surprenante, qui a créé des tas de problèmes, qui a semé le doute sur même est-ce que ce n'était pas des règlements de compte, etc., mais qui, au fond, a révélé de manière criarde à quel point le corps des femmes fait partie aussi de ce qui est mis dans une relation professionnelle. C'est-à-dire qu'elles ne vantent pas que leurs compétences, quelque part on considère que leur corps aussi est quelque chose qui appartient à l'employeur en quelque sorte. Bon, donc ça a montré quelque chose de très fort et je pense que ça ne va pas passer, ça ne va pas s'arrêter là. Eh bien dans le Sud c'est pareil, la visibilisation du corps des femmes dans la rive sud de la Méditerranée est un tournant indiscutable. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'Égypte, comment justement il y a eu ce détournement d'une revendication politique vers un appel au relativisme culturel, vers un appel au ce qu'on appelle les fondamentaux dans ces pays-là, mais je peux citer d'autres exemples, je veux dire, où effectivement le corps des femmes est de plus en plus visible et où les revendications, il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a quelque chose qui se dénoue, il y a quelque chose au niveau de la prise de parole des femmes dans le Sud qui devient importante, notamment en termes de réclamation, en termes de revendication de liberté individuelle, de liberté de disposer du corps en particulier, de droit à l'avortement, des choses qui ont été acquises depuis la fin des années 60 ici en France, durant les années 70, mais qui, par exemple, dans les pays du Sud, ne le sont pas en dehors de la Tunisie, qui légalise par exemple l'avortement. Donc je pense qu'on est à un tournant, définitivement, et ça peut-être que je le réserverai pour la fin, je pense que quelque chose est en train de changer et que c'est pas uniquement le début de la fin d'une histoire, c'est peut-être le début de la fin de plusieurs histoires, dont celle du patriarcat traditionnel. Daniel Iné Harary, comment faire évoluer ce système démocratique? C'est l'anniversaire des Gilets jaunes et une de leurs revendications premières, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, donc une démocratie plus participative, mais Vincent Martini a bien mis en évidence le fait que c'était loin de marcher à chaque fois. Alors comment faire évoluer ce système démocratique? Combien de temps j'ai pour... Allez, en radio, on dit toujours 1 minute radio. C'est bon, ça suffit.
Et je saurais dire que la grande tâche que nous avons devant nous, c'est aller vers une démocratie post-électorale. Je m'explique dans une minute. Et la constitution de l'électorat, c'est-à-dire de ceux qui ont le recensement de ceux qui ont les droits à voter, c'est un acquis de la démocratie moderne, comme l'a souligné Montesquieu parmi d'autres. Et ça est toujours accompagné de soucis de s'il y a quelques personnes ou groupes de personnes qui ne sont pas assez à l'intérieur de nos systèmes politiques et il faut aller ça développe les soucis d'une démocratie plus inclusive, les pauvres qui peuvent voter, les femmes qui sont intégrées, etc. Oui. À ce moment, je crois qu'il y a 4 sortes d'électorats qui ne votent pas assez. D'abord, il faut aller vers une inclusion de nos voisins dans nos systèmes de décision politique, dans la dimension spatiale. Si la démocratie et l'identité, la coïncidence entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui sont affectés par les décisions, nos voisins et nous comme voisins des autres, devrions d'une certaine manière être inclus dans la liste des gens qui votent. Je dois voter en France, vous devez voter en Espagne ou en Italie, si ça vaut la peine encore. Et aussi pour les élections européennes. En Espagne, je dis. Et deuxièmement, il faut réfléchir sur les poids que nos décisions laissent tomber sur les générations futures. Il faut inclure les futurs, les jeunes, les enfants, ceux qui n'ont pas encore nés et sont pas nés, et dans nos processus de décision politique. Il faut inventer des institutions de compromis qui le permettent. Troisièmement, l'inclusion des femmes dans nos systèmes politiques, ce n'est pas le suffrage des femmes seulement, c'est l'inclusion des femmes, la féminisation des politiques, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est une révolution parce que ça signifie que nous laissons tomber un monde politique compris comme les combats entre singularités individuelles autosuffisants et nous allons vers un monde du cœur, des préoccupations, soucis pour les autres, d'interdépendance. Et quatrièmement, c'est mon dernière proposition, et nous devons aller vers une démocratie écologique, c'est-à-dire la nature doit voter aussi, d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de mettre les chiens et les chats à côté au Parlement, mais d'une chose plus importante. Comment représenter les intérêts de la nature dans nos systèmes politiques, étant donné que nos systèmes politiques n'ont pas d'incentive pour gérer la question écologique d'une manière responsable. On se rapproche de la fin de cette première partie de cette table ronde avant de donner la parole à la salle. Vincent Martini, c'est vous qui allez avoir la fin, le mot de la fin de cette première partie. Question, évidemment, de fin, de conclusion. La fin de la démocratie est-elle inéluctable ? Ouais. Alors, 1 minute aussi. Oui. Enfin, bon, je pense que la question, excusez-moi, je ne vais pas répondre à cette question-là, je vais répondre à votre question d'avant, je trouve plus intéressante. Mais je vous la reposerai quand même. Non, parce qu'évidemment, on ne vit pas du tout dans la fin de la démocratie, mais pas du tout, en réalité. On voit bien que tous les soulèvements dans le monde entier sont des soulèvements pour plus de démocratie. Absolument. Et les Gilets jaunes qui manifestent il y a un an, ils ne manifestent pas contre la démocratie, ils manifestent pour la démocratie. Ils considèrent, à tort ou à raison, qu'on ne vit pas dans une démocratie assez approfondie, assez juste. Et j'ajoute même que les partis anti-système, qu'on les aime ou qu'on les déteste, c'est-à-dire la France Insoumise ou le Rassemblement National, revendiquent, encore une fois on peut prendre ça comme une promesse, une fausse promesse, mais revendiquent plus de démocratie. Ils le font au nom de la démocratie. Donc nous sommes paradoxalement dans un système qui est en tout cas dans beaucoup de pays du monde en crise démocratique, je l'ai dit, crise des citoyens critiques,
mais dans le même temps, il n'y a pas de remise en cause par les citoyens eux-mêmes du système démocratique dans son essence. Il n'y a pas de parti qui dit bah, voilà, c'est très simple, de parti de masse, on va sortir de la démocratie, ça va être beaucoup mieux. Il y a ensuite des acteurs politiques qui, une fois parvenus au pouvoir, essayent de sortir de la démocratie. Mais ça, c'est autre chose. Je ne crois pas qu'il y a de mouvements populaires qui revendiquent de sortir de la démocratie. Il y a des tentations au nom de l'efficacité, au nom du fantasme du consensus, de ce que Claude Lefort appelait le fantasme du peuple un, soudé par sa tête, le peuple un soudé par sa tête, par un chef. Il y a cette tentation, et Lefort disait déjà il y a 25 ans ou 30 ans que c'était une tentation récurrente dans l'histoire de la démocratie. Mais je dirais au contraire que la démocratie, elle ne meurt pas, et je crois que sa supériorité sur les autres régimes, c'est qu'elle est porteuse en elle-même de sa propre incomplétude. Je vais utiliser une tautologie. La démocratie appelle toujours plus de démocratie. Le principe même de la démocratie, c'est d'être insatisfait du niveau de démocratie dans lequel nous nous trouvons. Alors, pour donner un exemple concret du fait que je ne crois pas qu'on vive du tout dans la fin de la démocratie, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en crise, c'est que si vous observez la progression des libertés individuelles, je ne parle pas des libertés publiques, je parle des libertés individuelles, en Europe, on a un accroissement très grand des libertés individuelles depuis une quinzaine d'années. Je pense notamment à ceux d'entre nous qui sommes les gens qui aiment les gens du même sexe, où on voit bien qu'il y a une progression de la tolérance pour les modes de vie privés qui est absolument considérable depuis 15 ans. Considérable. Imaginez que le laboratoire auquel j'appartiens, le CEVIPOF, à Sciences Po, fait une enquête qu'on appelle l'enquête sur les valeurs. Bon, c'est une enquête, des enquêtes mondiales dont il y a une incarnation en France. Dans cette enquête sur les valeurs, il y a encore 15 ans, on posait la question, pourriez-vous épouser un ou une divorcée ? Il y a 15 ans, il n'y a pas 100 ans, il y a 15 ans. Et bon, aujourd'hui, cette question a disparu parce qu'elle ne fait plus aucun sens. La question, on se rend compte que sur la question de la tolérance vis-à-vis justement de toutes les formes de vie individuelle a considérablement progressé. En revanche, et ça c'est ce que disent les chercheurs du CEVIPOF que je trouve intéressante, c'est qu'il y a une dichotomie entre liberté privée et ordre public. C'est-à-dire qu'il y a une liberté privée plus grande, en tout cas sur le plan, encore une fois, des modes de vie, mais qui va de pair, et c'est là où on devrait se méfier, faire attention, avec une demande d'ordre public qui peut mener jusqu'à des débordements très graves, puisque au nom de l'ordre, on accepte des répressions dont parlait Massimo tout à l'heure, et qui sont tout à fait inacceptables, parce qu'elles atteignent à ce qui est le cœur, à mon avis, un des cœurs de la démocratie, qui est l'état de droit. Il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Et donc, il y a ce joli petit livre de François Sureau qui s'appelle « Sans la liberté », qui parle justement des attaques permanentes en démocratie contre l'état de droit. C'est ça dont on doit se méfier. Mais il me semble que non, la démocratie, elle n'est pas en danger au sens où la revendication démocratique dans le monde entier est très puissante. Et j'ajoute que, moi, si je dois donner une note d'espoir, il se porte vers les jeunes générations. Jeune génération dont on dit régulièrement ils ne sont pas politisés, ils ne s'intéressent pas à la politique, ce sont des gens qui sont désengagés. Je crois que c'est absolument le contraire. Je pense qu'ils ne s'intéressent pas aux jeux politiques. Enfin, je crois que de moins en moins de gens s'intéressent aux jeux politiques, qui nous paraît un jeu de petits chevaux, pas du tout à la hauteur des enjeux. En revanche, moi je suis surpris, moi qui, comme nous tous qui sommes professeurs à l'université, on est confrontés à des jeunes gens en permanence, et puis moi, du coup ça me porte naturellement à discuter avec eux, eh bien je suis tout à fait surpris par la forme de repolitisation des jeunes générations, non pas par des partis, mais sur des enjeux. L'écologie, l'égalité homme-femme, l'égalité en général, mais aussi la volonté d'imaginer un monde nouveau, parce que c'est pas parce qu'ils sont plus courageux que nous, c'est parce qu'ils ont plus le choix. Parce qu'ils voient bien que là, tout d'un coup, l'horizon se restreint, mais c'est un horizon à l'échelle de leur propre vie, ne serait-ce que pour la question de l'urgence écologique, qui les contraint à repenser les choses. Ils n'ont plus le choix parce que ma génération, on lui a dit, bon, alors il y a peut-être une place, mais il va falloir que tu te faufiles un peu, il va falloir faire plusieurs métiers. Je me rappelle, on me disait ça quand j'avais 15 ou 16 ans, moi je trouve ça très bien de faire plusieurs métiers, mais c'est fini, malheureusement, tu ne pourras pas faire un seul métier toute ta vie. Et je trouve ça très bien, mais aujourd'hui c'est pas ça, c'est que maintenant il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de place du tout en fait. Et donc ces générations-là, quand on leur explique qu'il faut s'intégrer dans un système qui ne leur laisse aucune place, elles ont aucune envie de ce système-là. Donc, et c'est ça que je trouve intéressant, elles ont une incitation très forte au nom de leurs convictions, mais surtout au nom de leur intérêt, en tant que génération qui a le droit de vivre. Eh bien, elles ont une incitation très forte à repenser la démocratie et à repenser le système économique et social de manière générale. Et donc, cette repensée de la démocratie, donc, je crois que c'est ça qui doit nous donner espoir, parce que les acteurs politiques
qui ne se résoudront pas à répondre à cette aspiration seront balayés. Ils seront balayés, tôt ou tard. Et ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. À mon sens, on le voit notamment dans des pays aussi divers que le Chili ou qu'aujourd'hui le Liban. Daniel Inné-Hariri, vous vouliez rajouter un petit mot? Oui, et très brièvement. Je crois que l'histoire de la démocratie est une histoire de succès. C'est une histoire? Et des succès. Et c'est-à-dire, tout le monde appelle à la démocratie par faire n'importe quoi. Même les extrémistes, même l'extrême droite a toujours une justification démocratique pour faire n'importe quoi. Comme le disait le politologue allemand Lemmbruch, tous les chemins vont vers la Rome de la démocratie. Pas vers la Rome des maximums, mais vers la Rome de la démocratie. Le problème de la démocratie à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un élément de la démocratie d'une manière unilatérale. Les plébiscites, la légalité, l'état des droits ou tout ce qui n'est pas l'état des droits. Et à mon avis, il faut donner la démocratie est un équilibre fragile, difficile à mener entre un ensemble, un éventail de valeurs, procédures, institutions qu'il faut tenir dans un équilibre instable. Et chaque fois qu'une personne, une partie politique prend une seule dimension de la démocratie et en déconsidérant tous les autres, il y a un danger pour la démocratie, même s'il est mené au nom de la démocratie. Merci à tous les quatre. On va passer à la deuxième partie de cette table ronde, les questions de la salle. Pardon, j'aimerais quand même... Alors là, c'est plus 1 minute, c'est 30 secondes. Oui, ça va être 30 secondes au féminin. Parce que tout à l'heure, j'avais dit que je voudrais quand même en conclusion, peut-être pas en conclusion, mais en ouverture de débat, parler de ce que je considère comme peut-être la fin d'un certain nombre d'histoires, et j'ai évoqué la fin peut-être de l'histoire du patriarcat historique. D'accord ? Mais je voudrais ajouter un autre élément. C'est que nous sommes actuellement dans une époque de technicisation qui s'accélère tous les jours. Et cette technicisation touche même au vivant. D'accord ? Je crois que tout le monde a suivi, par exemple, les débats qu'il y a eu sur la loi bioéthique en France et sur toutes les choses qui vont changer en matière de procréation médicalement assistée, par exemple, de l'accès de la procréation médicalement assistée à d'autres, à des catégories, comme l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit Vincent tout à l'heure. Bon, je crois que c'est la fin aussi de l'époque où l'homme était un homme blanc, hétérosexuel, etc., etc. Bon, on a changé et c'est uniquement l'homme. Maintenant, on pense aux femmes aussi, on pense aux minorités, on pense aux personnes qui choisissent, qui font d'autres choix. Bien. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose qui est en train de se produire et qui va changer même la donne culturelle et la notion d'identité culturelle, finalement. Pourquoi ? Parce que, avec les nouvelles technologies qui existent en matière de procréation médicalement assistée, eh bien, on est en train d'assister à un bouleversement total des notions de filiation, des notions de famille, de la notion de genre, et même, j'arrive d'un colloque sur bioéthique et procréation médicalement assistée dans les différentes religions, et même la notion du rôle des femmes dans la procréation, puisqu'on parle de plus en plus d'utérus artificiel, on parle de plus en plus d'ectoreproduction. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, à savoir que, au-delà des changements qu'il y a sur le plan politique, il y a des choses sur le plan social dont il va falloir tenir compte dans tous nos calculs. Donc je ne pense pas que ce soit la fin de la démocratie, je pense que c'est peut-être le début de la fin d'une façon de concevoir la démocratie indiscutablement. Pensez aussi l'universalisme, l'universalité d'un modèle démocratique. Il faut la repenser. Il n'y a qu'à voir les catastrophes qui se sont faites dans certains pays du Sud au nom de l'exportation de la démocratie. Bon, je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de choses et j'espère que nous aurons l'occasion par la suite d'en reparler.
Alors, cette fois-ci, on va passer aux questions de la salle. Si on peut avoir un petit peu de lumière dans la salle, voilà, merci. Voilà, je ne sais pas où sont les micros. Je vois une première main qui se lève ici. Je ne sais pas où sont les micros. Je sais qu'il y en a. Ah, voilà. Juste ici, au deuxième rang. Là, voilà. Là, voilà, juste là. On a environ 30 minutes. Bonjour. Oui, j'ai écouté deux de vos conversations. J'ai saisi quelques mots importants et très distincts. Le mépris, dont vous parliez des deux côtés, c'est-à-dire des élites, entre guillemets, qui ne savent pas toujours rencontrer le peuple, et inversement du peuple qui méprise aussi d'une certaine manière ces élites. Et vous, de votre côté, à un moment, vous avez parlé du manque d'implication du peuple dans les systèmes, et vous avez dit, quand on propose des lieux de parole, en gros, c'est pas exactement vos termes, mais j'avais envie de vous dire, et parfois, quand au contraire de la base viennent des propositions, comment elles sont noyautées, bloquées? Et est-ce que ça ne serait pas la solution? C'est-à-dire, quand vous parliez aussi de cette chose magnifique que vous nous rappeliez, des étudiants qui sentent que c'est le moment pour eux de se battre pour leur existence à tout niveau, est-ce qu'il n'y a pas ce problème de la rencontre, comme dans toute société, des élites et des demandes du peuple qui ne peuvent pas se rencontrer parce qu'il y a des noyautages, il y a des interférences? Vincent Martini, vous voulez bien répondre ou Danny? Non, Vincent Martini. Oui, sur la question des remontées démocratiques, oui, c'est pour ça que là où il y a crise de la démocratie, c'est qu'on a une crise des corps intermédiaires. Bon. On voit bien que ce qui permet aussi la verticalité de super-présidents, pas seulement en France, dans plusieurs pays, et d'une présidentialisation des régimes politiques, que ce soit des régimes parlementaires ou des régimes présidentiels, c'est-à-dire qu'on insiste de plus en plus sur les chefs, ça va de pair avec l'effondrement des corps intermédiaires traditionnels, les syndicats, les partis, qui permettaient justement de faire remonter les aspirations démocratiques. Mais aussi, là où c'est plus embêtant, c'est que certains acteurs politiques font en sorte que ces corps intermédiaires restent détruits. Donc il me semble là qu'il y a une formule, pour reprendre ce que disait Massimo tout à l'heure, je trouve très juste, il faut se méfier du consensus en démocratie. Il faut se méfier du consensus parce que le consensus, ça cache quelque chose qui est justement le contraire de la démocratie. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. La démocratie, c'est le conflit, c'est la médiation des conflits. Justement par des formes pacifiques. Quand j'enseigne tout un cours sur la construction de la démocratie en France au XIXe siècle, la démocratie, à un moment donné, c'était très simple, c'était la violence. On prend un fusil, on tire sur le voisin parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. On voit bien d'ailleurs que les faits de violence qu'on reproche tant aux Gilets jaunes, ils sont liés au fait qu'il n'y a plus d'espace pour entendre une contestation. Et que s'il n'y a plus d'espace pour entendre une contestation, il n'y a plus d'autre solution que la violence, puisque ces conflits ne sont plus médiés d'une certaine manière. Donc je crois qu'il y a une dimension très importante, c'est qu'il faut déjà que chacun d'entre nous, avant même de penser à faire des mouvements, il faut qu'on accepte de prendre parti. Prendre parti, c'est un beau mot, prendre parti. Prendre parti, ça veut dire s'engager. C'est pas s'engager forcément pour aller militer pour telle ou telle formation politique. C'est pas de ça dont je parle. C'est accepter de prendre parti, c'est-à-dire de proposer des choses qui ne soient pas forcément dans la ligne de ce qu'on nous propose, de faire remonter un certain nombre d'aspirations et de participer à cette vie démocratique. C'est le début. Après, encore une fois, ça ne résout pas tous les problèmes, évidemment. On ne vous entend pas, madame. On vous entend pas. La question, c'était est-ce que la jeunesse est dans l'élite Est-ce que justement ces jeunes gens que vous formez ne pourraient pas... Un jour, j'avais été très surprise par une magnifique fille dans une interview radiophonique qui disait
on m'a formé dans les meilleures écoles, je ne sais pas si c'était l'ENA ou autre, etc. Et tout ce qu'on me demande, c'est de vendre de la lessive maintenant dans les boulots qu'on me propose. Et comme C'était vous peut-être une école de commerce. non, c'était pas une. Non, mais là, je résume un peu, je caricature, si vous voulez. C'est pas le propos. Le propos, c'est de dire que ce que vous venez de dire aussi en politique, c'est-à-dire que ces gens compétents ne s'orientent plus vers la politique. Parce que la politique, elle est noyautée, elle est bloquée. Les partis, c'est des tueurs qui s'assassinent les uns les autres. On le voit bien dans les affaires qui sortent. C'est mal payé et en plus, on vous tue. Donc, quel est l'intérêt d'aller vivre ça? Donc, comment une classe élite, mais au sens vraiment profond du citoyen, pourrait émerger et rencontrer quelque part un peuple qui pourrait se structurer? C'est là où se positionne le nœud. C'est une vraie question. Si c'est une question. On pourrait y passer du temps, je ne voudrais pas trop mobiliser cette parole-là, mais vraiment en un mot, je pense qu'il ne faut pas penser le futur à l'aune du passé. Si vous commencez à dire il faudrait que ces gens se politisent, montent un parti politique comme on connaît, et qui vont pouvoir rencontrer, prendre la place d'eux, etc. Le problème, c'est que la façon dont fonctionne la politique pour l'instant ne correspond plus à des aspirations des citoyens. Donc il y aura sûrement d'autres façons, mais je ne veux pas insister. Alors, d'autres questions, j'en ai une ici, j'en ai même plusieurs. Je ne vois pas la personne qui a les micros. 5e rang à peu près, voilà, ici. Il y en a une après, un peu plus loin derrière. Et une devant après. C'est pas toujours bien d'être au premier rang. Hein. On ne vous voit pas forcément. Allô, allô. Voilà, allez-y. Je voudrais faire une proposition et participer au travail qui pourrait en découler. Attention, c'est quand même des questions. Ça va aller assez vite. Je trouve qu'avec l'Internet et l'autre phénomène, l'intelligence artificielle, qui permet de répondre à des questions, là où on mettait 30 ans, on répond dans la seconde, il y a un phénomène d'accélération de la vie démocratique. Dans le passé, l'Antiquité, il y a une démocratie que j'appellerais sénatoriale. Tout le monde a été émetteur et récepteur, mais ça concernait quelques milliers de personnes. Quelques siècles après, il y a une démocratie législative où les politiques sont émetteurs et récepteurs entre eux. Les citoyens que nous sommes sont émetteurs à un seul moment, tous les 4 ans ou 5 ans ou 3 ans, à travers le vote. Internet fait que nous sommes tous aujourd'hui émetteurs et récepteurs. Il faut inventer un 3e étage de la démocratie qui permettrait une sorte de démopédia peut-être, qui permettrait que nous, citoyens, nous assumions la responsabilité d'être émetteurs et pas seulement râleurs, de bâtir par étapes techniques des projets qui seraient soumis au pouvoir public et qui devraient répondre. Et je ne parle pas de référendum. Alors, qui veut rebondir sur cette question? Sauf que la mise en place de la moindre initiative politique, ça prend des années et des années. Qui veut rebondir? Massimo Cuono, peut-être? Bon, d'accord, c'est ce qui s'est passé un peu quand on a commencé à réfléchir sur les rôles possibles de nouvelles technologies, notamment Internet, dans la politique. Il y a eu tout de suite un certain degré de cyber-optimisme. Le fait qu'évidemment, on a à disposition des forums presque universels dans lesquels on peut participer, on peut discuter, on peut même décider peut-être. Et ça, c'est élargir le débat public dehors des États, par exemple, et tout ça. Ça, c'est important, et ça veut dire qu'il faut surtout, avant tout, travailler avec les étudiants sur l'éducation à l'usage de médias. Ça, c'est très important, c'est quelque chose que l'État doit prendre en charge, je pense, rapidement. D'autre côté, on a vécu d'autres moments et d'autres usages de nouvelles technologies qui nous ont amenés un peu dans l'autre champ, c'est-à-dire le cyberpessimisme. On a vu la saison des fake news, la simplification des langages politiques, des débats politiques, le fait que les réseaux Internet peuvent avoir comme de transformation plébiscitaire, c'est-à-dire que c'est très facile de poser une question très simple et très comme un référendum, comme vous avez dit.
Donc je pense qu'il faut un peu sortir de cette dichotomie optimisme-pessimisme, travailler beaucoup sur les moyens, parce que c'est quelque chose de très important, sans y avoir trop d'espoir, ni trop de peur. Mais c'est très compliqué. Et ça passe par des éducations à l'usage de Internet, au moins entre les étudiants. Pas seulement entre les étudiants, mais au moins entre les étudiants. Alors il y a une question là-bas, 7e rang à peu près au milieu de la salle. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, je pense que oui. Là-bas et sûrement au fond, je ne la vois pas. Une question au fond là-bas aussi. Voilà. Une question au premier rang, je ne vous oublie pas madame. Et une question au fond de la salle. Monsieur. Oui. Nous avons évoqué les dirigeants politiques d'un côté, les peuples de l'autre. Et peut-être il y a un troisième acteur qu'on a un peu oublié. Delphine Batho, députée française, Michel Rivasi, députée européenne, ont révélé ce qui apparaît comme un secret de polichinelle et qui me paraît très grave, à savoir que les représentants des peuples et de l'Europe recevaient sur leur compte Internet le texte des amendements à voter et à faire voter. Il y aurait donc une puissance extérieure au fonctionnement démocratique, qu'il s'agisse de la commercialisation de la santé, qu'il s'agisse de la pêche industrielle, qu'il s'agisse du vivant, qu'il s'agisse des ressources énergétiques, qui fausseraient complètement les débats, les enjeux démocratiques. C'est une question. Alors effectivement, vous posez la question des lobbies, on ne l'a pas évoqué. Vous posez aussi en transparence la question de la faiblesse du pouvoir politique face aux autres pouvoirs, à commencer par le pouvoir économique. Qui veut rebondir sur cette question? Vincent Martini. Non, un mot sur cette question-là, parce qu'il me semble que quand on parle des soulèvements internationaux, ça joue une dimension fondamentale, ce que vous racontez, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui s'appelle Samuel Ayat, qui a fait une analyse que je trouve très intéressante. Il dit « Ce qui est en train de se jouer dans les soulèvements, c'est une rupture d'un pacte. » Un pacte qui était celui que les citoyens, font confiance à des représentants parce qu'ils pensent que ces représentants, les représentent, même si ce n'est pas représentent leurs idées, au moins représentent une forme d'intérêt général. Deuxièmement, en échange de cela, les acteurs politiques proposent aux citoyens un certain nombre de services, des services publics, qui sont des services qui rendent leur vie meilleure, moyennant quoi ces services sont financés par l'impôt. C'est intéressant de constater que toutes les révoltes, qu'elles soient en France ou au Chili, elles partent toujours sur la création d'une nouvelle taxe. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment que ce pacte est un pacte qui est rompu aujourd'hui, qui est rompu. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une suspicion que les élites politiques servent non pas les intérêts du peuple, mais soit leurs propres intérêts, soit les intérêts de lobby, soit dans le cas particulier de Hong Kong, les intérêts d'une puissance étrangère. Donc déjà, il y a une sorte de suspicion sur qu'est-ce que servent ces élites. Et par ailleurs, on assiste à un phénomène conjoint qui est que sous la pression d'un système économique international, la qualité des services publics baisse. On voit bien qu'au Chili, c'est même une catastrophe. La Constitution avait elle-même permis la privatisation d'à peu près tout ce qui était de l'ordre des services publics. Mais en échange, la pression fiscale, elle n'est pas effectuée sur les entreprises, elle est effectuée sur les particuliers, sur les citoyens. Et l'augmentation de cette pression fiscale, elle arrive à un point où il y a un sentiment d'une crise de légitimité du système. C'est-à-dire qu'à un moment, les citoyens se révoltent. Et ça part toujours d'une étincelle. Alors une taxe WhatsApp en Liban, ça part d'une augmentation du ticket de transport au Chili, l'augmentation du prix de l'essence ou de la taxe sur l'essence en France. Mais au départ, il me semble qu'il y a cet enjeu-là que vous posez sur la question de qu'est-ce que servent les élites? Ils servent quels intérêts? Est-ce que ce sont les intérêts de la population, les intérêts de lobby ou les intérêts de puissances étrangères? Et à l'inverse, c'est, encore une fois, on ne peut pas comprendre cette crise-là si on ne comprend pas qu'il y a un système dans lequel on a un affaiblissement de ce qui fait le pacte social qui sont les services publics. Et en France, en ce moment, on voit bien qu'il va y avoir un certain nombre de mouvements pour en discuter, et qui est lié à une augmentation de la pression fiscale sur une partie de la population. Donc je crois que c'est une dimension importante. Elle est moins théorique que la question philosophique, mais elle est tout aussi centrale. Daniel Innerarity, vous vouliez compléter? Je dirais quelque chose. Vous venez d'évoquer une question très importante. Et la question que la politique peut devenir
irrélevante dans le monde actuel. Et pourquoi? Parce qu'il y a des puissants de pouvoir qui n'ont aucun intérêt dans une politique performante et qui livre les intérêts parce qu'ils sont un pouvoir non strictement politique. C'est-à-dire la coalition entre l'inefficacité des politiciens, l'incompétence des politiciens et les pouvoirs de ceux qui n'ont aucun intérêt en la politique peut le faire irrélevant. La question c'est, pour y répondre, à quoi ça sert? La politique, à quoi ça sert? J'ai toujours dit, la politique est la dernière espérance de ceux qui n'ont pas un autre moyen pour défendre leurs intérêts. C'est ça. Waouh! Une question au premier rang. Est-ce que tu peux ajouter? Ah, pardon, Massimo, vous vouliez ajouter un petit mot. Désolé, parce que c'est quelque chose de très important qui lie un peu les deux questions Internet et questions économiques. C'est une chose que je n'ai pas dit, mais qu'il faut dire. Parce que quand on pense au risque de rendre la politique irrélevante, je ne sais pas en français comment on dit. Inutile, merci. On doit se préoccuper d'abord, comme première chose, du fonctionnement du capitalisme digital. Parce que les grandes entreprises économiques, notamment américaines, mais il s'arrive les Chinois, les Russes aussi, sont sont peut-être une des premières questions qu'il faut aborder, soit si on parle d'Internet, aussi bien qu'on parle d'économie et pouvoir. Donc c'est une chose même banale, mais qu'il faut souligner. Merci. Ma question Madame, était premier rang. Oui, pardon. Ma question était du même ordre, c'est-à-dire que on est conscient, vous l'avez dit d'ailleurs, que les politiques n'ont plus de réel pouvoir, que la financiarisation et les multinationales qui ont réussi leur coup d'État n'ont qu'un objectif, c'est détruire tous les services publics, les lois sociales, et on ne voit pas comment, dans ce capitalisme qui a complètement dérivé, pour ne pas dire qu'il s'est totalement perverti, la démocratie pourrait encore avoir une place. Bon, ça ressemble aux questions qui ont été posées avant. Dans le micro, madame, dans le micro. Voilà, ça ressemble aux questions qui vous ont été posées, mais c'est celle qui, moi, est une véritable obsession pour moi. Merci. Alors, on a évidemment partiellement répondu. Est-ce que je crois qu'on a, Madame, on a un peu répondu, hein, je crois. Merci. Alors, je crois qu'il y a une question. Voilà, tout en haut, il y a, tout en haut, au milieu de la salle, les deux tiers. Au milieu. Oui, bonjour. Ah bon, monsieur, je ne vous vois pas. Oui, bonjour. Vous êtes à gauche, à droite? Ça dépend pour. Dans le centre. Là, ici à gauche. Vous êtes centriste. Oui, mais il y a quelqu'un qui a le micro, je ne sais pas où oui, est la personne qui a bonjour. le micro. Oui. On vous voit, monsieur, on vous voit. Oui, bonjour. Daniel, c'est gauche ici, là. Ah, très bien, très bien. Oui, bonjour. Allez-y. Oui, bonjour, messieurs, madame. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai vu que la question religieuse n'a pas du tout été abordée dans les crises démocratiques. Deux petites choses. On voit que les élites politiques récupèrent, essayent d'utiliser la religion pour justifier leur échec. On voit, alors des deux côtés, aussi bien l'élite que les dirigeants politiques. On se souvient que Bush avait mené une guerre en Irak, dans la guerre du bien contre le mal. Et plus tard, récemment, on avait vu les processions de Brésiliens qui accueillent Bolsonaro comme un messie. Et ailleurs, des courants religieux qui se proposent comme alternative à l'échec des démocraties. Je vous remercie. Alors, qui veut répondre à cette question? Nous Aguesous, peut-être? Oui, je vous remercie pour cette question parce qu'en fait, elle est effectivement à la base de beaucoup de choses qui rentrent dans ce qu'on pourrait appeler la crise de la démocratie. Je veux dire que l'instrumentalisation de la religion est quelque chose qui n'est pas seulement faite
et qui n'est pas seulement objet de politique dans les pays qui ne sont pas laïques, mais c'est même quelque chose qui est utilisé dans les pays laïques. Je vais donner comme exemple la cristallisation qu'il y a sur la question du voile ici en France. C'est quand même un exemple qui, personnellement, tout en étant une femme non voilée qui ne me voilerait jamais, je suis étonnée par toutes les passions que ça déchaîne, le fait qu'il y ait des femmes dans l'espace public avec un voile. Donc, la question de la religion me fait rejoindre ce qui a été dit par Vincent au départ, c'est-à-dire la culturalisation, c'est un nouveau mot, la culturalisation de la politique, y compris dans sa composante religieuse. Alors, ça c'est pour parler du Nord. Dans le Sud, n'en parlons pas, dans le sud de la rive Méditerranée, puisque ce sont des pays qui sont encore des pays avec des régimes dont la légitimité repose en partie ou en totalité sur la religion, et dans laquelle tout est possible, tout est utilisable. Je redonnerai un autre exemple ici pour dire que, attention, c'est en train de bouger, mais dans tous les côtés. Quand je parlais tout à l'heure de tension entre droit individuel et communautarisme dans les pays qui sont encore des pays où la religion est une composante essentielle dans les référentiels des lois et aussi surtout dans la culture, eh bien même dans ces pays, la revendication de plus de liberté individuelle, en particulier pour les femmes, est en train de s'exprimer. Je crois que beaucoup d'entre vous ont parlé de la journaliste marocaine qui a été mise en prison pour une suspicion d'avortement et pour relations sexuelles hors mariage. Il faut aussi peut-être rappeler que cette journaliste était connue comme étant plutôt du côté du parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti islamiste. Donc les frontières sont en train de bouger, et encore une fois, la religion est bien entendu, je dirais presque une des armes vraiment de poids politique extrêmement important. De destruction massive. Mais je n'ai pas osé le dire. Non, mais est-ce que je peux complexifier un tout petit les champs, parce que c'est vrai, évidemment, on est laïque et tout ça, mais la politique, c'est quelque chose de très compliqué, mais la religion, c'est peut-être quelque chose d'encore plus compliqué. Il y a un vrai débat à l'intérieur de différentes églises. Le cas italien, c'est un cas intéressant, parce que, vu les silences, aujourd'hui, on a ici SOS Méditerranée avec nous dans la salle. Il y a les silences de la gauche en Italie par rapport à la criminalisation des ONG qui sauvent des êtres humains dans la Méditerranée. La seule voix qui s'est levée pour les défendre, c'est une partie de l'Église catholique. Donc il faut dire qu'en tout cas, il y a un débat. C'est vrai que Salvini et la Ligue du Nord, il a récupéré une religion très traditionnaliste, très conservatrice pour se légitimer. Il embrasse tout le temps la Vierge avec Marine Le Pen. C'est des scènes ridicules. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de l'Église catholique, il y a un vrai conflit, un vrai débat. Et certaines fois, on ne sait plus ce qui est notre allié et ce qui est notre ennemi. Alors pour prolonger un petit peu les propos de Nusra Guessou, je vous signale le mardi 26 novembre, évidemment 2019, une rencontre avec Nusra Guessou, ici présente, bioéthique et droits des femmes en contexte islamique, quel défi? Et ce sera dans le cadre de l'Iméra, 2 places Le Verrier à Marseille. Donc c'est le 26 novembre à 18h à l'Iméra. Il y avait une question, madame, qui est là depuis très très longtemps, avec son micro debout, je la vois depuis longtemps. Bonjour à tous. C'est sur la conception de la politique en général et donc de la démocratie. Je suis un peu étonnée depuis hier qu'on n'ait jamais cité Hannah Arendt, parce qu'elle fait une distinction en politique. Le politique est affaire d'opinion et non pas de vérité. Et ça me paraît très important, c'est-à-dire nos représentants n'ont pas la vérité, c'est-à-dire pas plus le savoir économique dont on entend d'ailleurs qu'un son de cloche, qu'un savoir idéologique qui serait par exemple la religion dans les pays du Sud. Et donc cette différence fait que on s'éloigne, en démocratie, c'est un conflit donc d'opinion, et je crois que déjà Aristote, sur lequel s'appuie
Hannah Arendt, disait que c'est pas une affaire de savoir, donc de vérité, c'est une affaire de phronésis, il disait, c'est-à-dire même pas de sagesse, de pratique réflexive, si vous voulez. Et personne ne peut être remplacé dans son vote par un autre. Et celui qui les lira, c'est-à-dire les fameuses élites politiques, eh bien, en sauront peut-être un peu plus que lui dans leur formation, mais pas pour diriger un pays. Sans quoi, si le dirigeant a un savoir qui n'est pas celui du peuple, vous comprenez bien qu'on va vers la tyrannie. Voilà. Donc, alors, le pire n'étant jamais sûr, Vincent Martini. Oula. Alors sur Hannah Arendt, oui, bon, c'est une distinction très connue pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la différence qu'elle fait entre vérité de fait et vérité d'opinion. Elle dit voilà, il y a des vérités de fait, il y a des faits qui sont incontestables. Après, pour le reste, la politique, c'est aussi le règne de la vérité d'opinion. Et il y a un autre chercheur qui s'appelle Bruno Latour qui dit la politique, c'est une langue courbe. Une langue courbe, elle n'est pas là pour être une langue droite. Donc méfions-nous des langues qui revendiquent d'être des langues de vérité, parce que la langue est nécessairement courbe en politique. Et ce n'est pas forcément un problème. Voilà. Je dirais pas. Si tu veux dire quelque chose, Daniel ? Oui, vous venez d'évoquer une distinction qui me paraît énormément importante. À l'heure actuelle, aussi parce que tous les combats contre les fake news me paraît qui a suscité des attentes, des expectatives exagérées. Pourquoi ? Parce que Hannah Arendt disait que la politique est un régime d'opinion et pas un régime de vérité, dans le sens que l'objectivité avec laquelle est confronté le fact-checking est une partie très très petite du discours politique. Presque tous les combats politiques est un combat sur l'interprétation du fait, pas sur la constatation d'une objectivité. Et si nous donnons trop de pouvoir à une instance chargée de la vérification, de l'interprétation correcte de la réalité du fact-checking, je crois qu'il faut faire une méfiance vis-à-vis de ce pouvoir, parce que personne n'a le pouvoir de vérité en démocratie, sauf dans une mesure très petite. Un petit mot de Vincent Martini avant une prochaine question qui sera l'avant-dernière. Un mot important. Je ne crois pas que la démocratie soit un régime, on l'a dit, qui est un régime qui est à la recherche de la vérité. Parce que la vérité, elle est celle des conceptions du bien, de ce qui est bien pour nous. Il faut se méfier d'une conception du bien qui triompherait des autres. Qu'elles soient, les religions sont des formes de conception du bien. Il me semble que la démocratie, c'est la recherche d'une conception du juste. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui permet aux différentes conceptions du bien de vivre ensemble ? Et c'est pour ça que la démocratie, c'est aussi une procédure. C'est une culture d'acceptation qu'il y a une pluralité de conceptions du bien. On a tous, qu'on soit religieux, pas religieux, qu'on pense à un certain nombre de choses qui seraient bonnes pour la société. C'est bien que nous puissions les exprimer, encore une fois, dans des conflits médiés, mais la démocratie, elle est avant tout une recherche de justice. Oui. Tous les auteurs qui réfléchissent sur la démocratie, évidemment, posent ce principe-là, mais il faut le rappeler des fois en public, parce qu'on oublie, on a l'impression, non, il y a des formes de vérité qui font qu'on impose. Non, il faut qu'on impose les conditions d'une justice, qui soit justice sociale, justice pour permettre à chacun de s'exprimer. Donc voilà, je crois qu'il faut faire cette distinction entre le juste et le bien, qui est une distinction classique en théorie politique, justement pour dire, attention, on n'est pas dans une recherche de vérité, il faut se méfier de la vérité en démocratie. Parce qu'elle est forcément, comme tu le disais Massimo tout à l'heure, à un moment donné hégémonique. Quand on a une vérité, on a envie de l'imposer aux autres. En revanche, on peut être dans une recherche de justice, parce que l'avantage de la justice, c'est ce qui se partage le mieux. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux dans la salle ? Oh là oui, je vois au fond des mains qui se lèvent très énergiques. C'est moi qui ai le micro. Allez-y. Il a été question du voile là, il y a quelques minutes dans la salle. Je voudrais dire à toutes les personnes qui ont applaudi qu'il y a ce soir encore une représentation d'une pièce qui s'appelle L'Incivil au Théâtre de la Joliette, qui est absolument remarquable. Et elle aborde la question du voile chez les jeunes, dans les milieux de banlieue,
Et tous les aspects sont traités de manière subtile. Et vraiment, ça vaut le coup. Allez-y, il reste encore des places. Merci pour cette information. L'incivil au théâtre de la Joliette. Alors, je vois des questions ici, vraiment sur ma droite, voilà. Il y en a deux. Daniel, il y en a deux. Il y a une dame aussi, là-bas. Ouais. Oui, comme c'est probablement une des dernières questions que les gens... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, monsieur. Puisque c'est une des dernières questions que les gens ont envie de partir, c'est par rapport à la démocratie. Je voulais juste signaler que France Inter, qui est quand même la radio du service public français, a interdit toute publicité aux partisans du référendum contre la privatisation des aéroports de Paris. C'est un bel exemple de démocratie. Ah oui, d'accord. Il y a une dame. Quand vous voulez dire publicité ou information, monsieur? Je suis très sceptique, je ne suis pas de France Inter, mais je suis extrêmement sceptique sur ce que vous dites. Ça me rappelle un peu ce que pourrait être une fake news. Bon, peut-être que c'est sur RT que j'ai lu ça qui vous interpelle violemment, je sais. C'est possible. Une autre question? Peut-être, je vois très mal. Là, il y a une dame, voilà. Oui. Voilà. Merci. Ce serait une question pour Madame Guessous. Vous avez fondé un espoir sur les mouvements démocratiques au Maghreb et parlé du phénomène d'accumulation qui peut justement nourrir cet espoir. Mais vous n'avez rien dit de votre pays, le Maroc. Qu'en est-il de la démocratie au Maroc? Je peux? Je vous en prie. Écoutez, je ne suis pas là pour... je suis là en tant que femme, d'abord, attachée aux droits humains et à l'égalité de tous les humains. Et donc, je ne vois pas comment j'aurais pu parler du Maroc. Bon, le Maroc vit une situation un petit peu particulière par rapport aux autres pays, dans la mesure où les mouvements du 20 février 2011 n'ont pas eu les suites qu'ont eu d'autres mouvements dans d'autres pays. Bon, il y a eu une prise en main immédiate avec le changement de la Constitution qui a introduit un peu plus de liberté, etc. Mais au Maroc, le tournant est en train aussi d'être vécu. Je veux dire qu'il y a eu l'année dernière, et puis il y a 2 ans ou 3 ans, le mouvement dans le nord du Maroc, le Hirak, dans le Rif. Il y a plusieurs soulèvements qui ont lieu dans différentes régions du Maroc. Je crois que c'est chaque jour qui vient avec ses méthodes et avec ses éléments de résolution ou d'étouffement de problèmes. Bon, c'est les deux en même temps. Par ailleurs, il y a quand même une société civile qui effectivement est très active. Bon, je pense que la démocratie, en tous les cas, si on parle de démocratie représentative par les partis politiques et par les syndicats, c'est quelque chose qui est dans un état d'hibernation, pour ne pas dire dans un état de coma. Hein, très honnêtement. Mais par contre, la société civile, effectivement, est relativement vivace et tente de faire ce qui peut se faire. Il y a aussi certaines institutions qui sont des institutions constitutionnelles, telles que le Conseil national des droits de l'homme, qui dernièrement, pour ne citer que lui, a fait un rapport d'évaluation du projet de code pénal qui est en cours de discussion au Parlement, qui est un rapport, à mon avis, très courageux, dans lequel un certain nombre de choses qui n'avaient jamais été proposées par une institution étatique l'ont été. Maintenant, ça aboutira ou ça n'aboutira pas. Le fait est là, c'est que les frontières bougent. Et c'est ce que j'ai essayé de dire depuis le début. Et à mon avis, c'est ça la nouveauté. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a peut-être le début d'autre chose. Une question au milieu de la salle, je vous vois, s'il vous plaît, posez-la. Oui, je dois me lever. Allez-y. Ok. Bonjour, alors je commence par vous remercier pour l'intervention et je vais vous remercier pour ce que vous avez dit sur les gens qui sont l'espoir, mais maintenant, messieurs, je vais aussi vous dire que parfois ce discours est un peu utilisé pour déresponsabiliser les adultes, dans le sens qu'on attend quelqu'un qui va nous sauver, qui va sauver le monde, et ce sont toujours les jeunes, mais on les aide pas, on n'est pas à côté d'eux, et
c'est ça que je voulais un peu dire. Donc, et ça va avec le discours aussi de l'Internet sur les nouvelles technologies comme des ennemis ou des choses effrayantes. Dans le sens que soit on a l'image des jeunes comme espoir, soit on a l'image des jeunes, des politisés qui ne prennent pas la parole, qui ne se battent pas. Et je pense que ces deux polarisations ne sont pas tout à fait correctes. Il faut analyser mieux. Une autre chose aussi, par rapport à la question de la comparaison entre le monde polarisé de la guerre froide et le monde d'aujourd'hui, parfois on a vraiment la tendance à faire un discours comme avant et après, et toujours en soulignant les différences du monde d'avant et du monde d'après, comme s'il avait... c'est un peu un mythe, le monde d'avant, si on peut vraiment penser. Et c'est là que je me trouve d'accord avec le discours qui est aussi les fake news. C'est pas une chose seulement d'aujourd'hui, simplifiée parce que les réseaux sociaux touchent beaucoup de gens, mais il faut toujours apprendre de passé et vraiment retourner à étudier bien l'histoire depuis qu'on est petit, une histoire qui ne soit pas eurocentrique, une histoire qui va vraiment être un peu plus démocratique, si on peut utiliser le terme. Mais voilà, quand on pense à la démocratie, quand j'ai commencé à étudier sciences politiques, des camarades plus âgés m'ont dit qu'est-ce que tu penses que c'est la démocratie? Parce que tu vas apprendre qu'en fait, c'est une boîte vide. Il y a les gens qui vont la remplir avec ce qu'ils veulent. Donc, voilà, si vous pouvez répondre à cette provocation. Après, une question sur la démocratie en Lego. Après, j'aurais aussi une question pour la professeure. Ce sera la dernière. Oui, mais peut-être on n'a pas le temps, je ne sais pas. On n'a plus beaucoup de temps. En fait, je voulais lui demander, c'est un peu spécifique ça par rapport au mouvement de Rif, de Hirak, si selon vous, surtout maintenant qu'il y a les prisonniers de Hirak et que la question a été posée en face aux Nations Unies, si selon vous, aussi les mouvements qui est venu se créer des femmes, des prisonniers, va avoir un poids de l'espace public au Maroc, ils vont se faire entendre. Comment vous voyez la situation? Merci. Alors, nous avons peut-être un petit mot, et puis Vincent Martini pour conclure. Je l'espère. Je pense que la société civile suit justement la situation du Hirak, qui est une situation extrêmement compliquée et extrêmement tendue. J'espère que ça va aboutir. Dans tous les cas, ce n'est jamais inutile. Vincent Martini pour la démocratie en Lego. Oui, la démocratie, c'est une boîte vide, ça, évidemment. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une procédure. C'est une culture civique. C'est une culture de la contestation des autorités. La démocratie, c'est le seul régime dans lequel des gens peuvent se mettre ensemble pour refuser d'être gouvernés. Ça, c'est une belle définition de la démocratie. On se met tous ensemble pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont ça fonctionne. On se met tous ensemble pour contester une autorité. Et à ce titre-là, moi, je ne suis pas que négatif, au contraire, vis-à-vis des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ils ont permis de casser un certain nombre d'autorités traditionnelles qui n'avaient pas forcément de sens. Je dis juste attention à ne pas les substituer par des nouvelles formes d'autorité, des nouveaux leaders d'opinion qui ne sont pas forcément plus intéressants ou plus informés que les leaders d'opinion précédents. Et puis enfin, ce que vous dites, très juste, alors là, il y a deux façons de voir, en effet, la façon de dire les jeunes nous donne un espoir, il y a la façon un peu ronflante, et je m'excuse si j'ai pu apparaître comme ça, parce que ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est de dire qu'il y a tout le contraire de ce qu'on dit actuellement, c'est-à-dire que les jeunes seraient distants de la politique. Non, je crois qu'il y a une repolitisation de la jeunesse, parce qu'elle doit défendre ses intérêts. Alors qu'elle n'y soit pas aidée, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous qu'on ne fait pas grand-chose pour aider cette jeunesse-là. Ouais. Et on le voit, y compris dans une université où un jeune homme s'immole par le feu parce qu'il a plus de bourse. C'est une honte. Oui. Une honte. Donc ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. La question des moyens, c'est qu'à un moment donné, les intérêts en démocratie, je le redis, ils passent par des prises de position qui sont des prises de position conflictuelles. Donc il ne faut pas non plus se leurrer, dans n'importe quelle génération d'ailleurs, sur l'idée que tout d'un coup, on va ouvrir la porte en disant « mais bien sûr, on ne s'en était pas rendu compte, on va maintenant vous accorder un certain nombre de droits ». Les droits, on se bat pour des droits.
On se bat pour des droits, et peut-être que c'est ça qu'on a un peu oublié, c'est ça qu'on a mis un peu entre parenthèses. Je parle depuis, on va dire, quelques décennies. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du merveilleux monde d'hier et du monde pathétique d'aujourd'hui, mais il y a des défis qui se posent aujourd'hui, qui sont liés justement au fait qu'il me semble que les jeunes générations, les gens qui ont 20 ans, 30 ans, eh bien, sont confrontés à des situations de précarisation qui sont, à mon avis, sans précédent dans les 50 dernières années, tout simplement parce que, il me semble, ce sera peut-être le mot de la fin, pour moi en tout cas, c'est qu'on devrait arrêter d'avoir un rapport nostalgique avec les 30 Glorieuses. Avec les 30 Glorieuses. On devrait arrêter de penser que les 30 Glorieuses seraient une sorte de système idéal dans lequel on voudrait revenir. Voilà. Il y a plein de choses des 30 Glorieuses que personnellement, les connaissant un peu, en tout cas, j'étais pas né, mais je les ai étudiées, me donnent pas très envie. Et par ailleurs, je pense qu'elles ne correspondent pas aux urgences du monde de maintenant. Et à ce titre-là, il y a une différence entre, pas du monde d'hier, de tout temps, de l'Antiquité, moi je vous parle du monde de mes parents. Ben, ce monde-là avait des bénéfices, mais il est temps d'en sortir pour faire face aux problèmes contemporains, et ça, il va falloir le faire avec justement toutes les générations qui n'ont pas connu cette période et qui doivent inventer celle de demain. La démocratie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un peu le mot de la fin. Je reprends les propos de Yad Ben Achour qu'il a tenus hier ici même. Regardez ce qui se passe quand vous êtes privé de démocratie. Deux petites informations. 12h30, enregistrement d'une émission avec Éric Bataillon sur RFI, ce sera dans le hall, et 18h-19h, enregistrement de l'émission Carrefour de l'Europe, que je serai ravi de présenter. Et puis, signature des livres de nos auteurs qui ont participé à cette table ronde dans le hall du théâtre de la Criée. Merci à vous. Et évidemment, prochaine table ronde à 15h, la 3e. Pas tous les jours, si des fois dans des colloques.